Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Nous aurons connu le mois des 2B. Bah oui, le mois de décembre. Le mois des 2B, je vous explique pourquoi. Parce que après Barnier, nous allons avoir Bayrou. Bon, dans l'immédiat, je vous souhaite la bienvenue. Là, au moins, il n'y a pas de futilité. Dans La France Libre, une émission du CNTF, CH, où nous allons développer ce soir le thème comme quoi, bien, l'Occident est un grand corps malade. Bonsoir Philippe, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à vous messieurs, dames. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors j'espère que vos corps à vous vont bien. Nos corps, il faut les soigner parce qu'ils sont précieux, on en a besoin jusqu'au bout. Même si on sait que ce sont des véhicules, en tout cas on en est convaincu, puisque l'âme est immortelle et qu'elle se réincarne probablement selon des modalités que nous ne connaissons pas, puisqu'on connaît tout ça une fois qu'on est là-haut et pas avant. Voilà, donc bienvenue dans vos corps. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler de l'Occident qui est dans un corps malade, effectivement. Malade de quoi? De plusieurs choses, on va y revenir. Mais avant d'y revenir justement, je voudrais laisser la parole à notre ami Sylvain parce que je crois qu'il a une vidéo qui déménage sur ce qui va se passer bientôt. Ouais, sur ce qui va se passer bientôt, puis surtout ce qui se passe en ce moment. On va regarder une personne qui fait partie du gouvernement de Monsieur Trump, qui va nous parler un petit peu de l'impôt sur le revenu. C'est l'actualité en images. Gardez à l'esprit que pendant la majeure partie de notre histoire nationale, nous n'avons pas eu l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu est en fait une invention relativement récente et plus ce gouvernement existe, plus ces inventions se multiplient. Voici donc en fait une séquence d'événements dans l'histoire. Tout d'abord, nous avons l'impôt sur le revenu au tournant du 19e siècle et au début du 20e siècle. Après cela, vous voyez Woodrow Wilson devenir président. Vous voyez la prolifération de l'État administratif. Ensuite, vous avez FDR, l'État des droits, puis LBJ qui combine les deux dans ce cancer dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'impôt sur le revenu est arrivé en premier. Donc si vous nourrissez la bête va trouver de nouvelles choses à faire qu'elle n'aurait pas dû faire au départ. C'est que cela alimente en fait l'État régulateur. L'État profond est financé par l'existence de ces impôts qui affluent. Donc une partie de vous veut tuer cette bête, vous devez aussi l'affamer. Donc pour deux raisons, je pense que c'est une excellente politique dont il a commencé à parler. Ce n'est pas l'un des principaux objectifs de cette campagne présidentielle. Laissez-le faire la première chose qu'il doit faire la première année, virer 75% de ces bureaucrates fédéraux, les renvoyer chez eux. C'est ainsi que vous drainerez le marais. Et puis vous arriverez à la deuxième étape qui consiste à dire que nous n'allons pas nourrir cette bête pour qu'elle se recrée. Et croyez-moi, je suis pour. Moi aussi, je suis tombé de haut quand j'ai appris que l'impôt sur le revenu était en fait une création de l'État profond. Alors non seulement c'est une création de l'État profond, mais c'est une création illégale. C'est-à-dire qu'il y a eu des votes pour créer cet impôt. Il fallait qu'un certain nombre de pays, donc de la Fédération américaine, votent, et ce quorum de nombre de pays qui devaient voter n'a pas été atteint. Donc, cette loi a été adoptée de façon illégale puisque ça n'a pas eu lieu en fait. Voilà. Donc il y a des gens qui disent effectivement il y a ça déjà. Premièrement, on devrait revoir la légalité de l'établissement de cette loi sur les impôts, ce qu'on appelle en français les impôts, voilà, les impôts familiers, voire familiaux et personnels. Et donc, alors les Américains, ils appellent ça le RSI. Je sais plus ce que ça veut dire. Et donc, il a été pensé, ce RSI, par l'État profond, juste avant que l'on ne déclenche la guerre de 14-18. Et oui, puisque cette guerre de 14-18, elle était non seulement prévisible, mais elle était prévue. Elle aurait dû d'ailleurs s'appeler la guerre de 1911 quelque chose vers quelque chose, puisque déjà en 1911, on a frisé un certain nombre de catastrophes militaires, de catastrophes diplomatiques, et que je vais pas lister là, mais qui ont déjà existé avant. Donc en fait, c'était plus qu'une question de timing en fait. Quand est-ce qu'elle allait avoir lieu? C'était inévitable qu'elle ait lieu. Et je pense qu'un certain nombre de militaires connaissaient parfaitement les résultats militaires que ça aurait, c'est-à-dire le nombre de morts, la saignée démographique qui allait causer cette guerre, cette première guerre mondiale, du fait du changement des armements, c'est-à-dire qu'on était sur des fusils différents, on était sur des armes différentes, on était sur des armes à répétition, on était sur des bombes qui avaient une puissance d'explosion, des obus, donc ce qu'on va appeler les obus. Et puis qui n'existait pas avant. Donc tout ça va faire en sorte que les gens vont s'enterrer dans les tranchées pour se protéger de la nouvelle dangerosité de ces nouvelles armes. Et donc en 1913, lorsque la loi a été votée, grâce à la complicité de Monsieur Woodrow Wilson, qui s'est fait vraiment travailler au corps par ce qu'on n'appelait pas encore la cabale ou l'État profond,
a fini par signer ces décrets en 1913, c'est-à-dire juste avant la guerre de 14, comme vous pouvez le constater. Et l'impôt sur le revenu en France, lui, a été voté, devinez quand, en 1916. Voilà, c'est-à-dire que nous étions en pleine guerre. Pour les mêmes raisons et par les mêmes personnes, cousins des premières. Voilà. Donc voilà ce que ça a été que l'impôt sur le revenu. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Excusez-moi. L'impôt sur le revenu, et il servait au départ de caution, puisque s'il n'avait pas existé, l'État américain, par exemple, aurait pu faire faillite à l'issue d'une guerre, et qui fait en sorte que tous les prêteurs de l'État fassent faillite aussi ou soient en situation d'éponger l'ardoise, comme on dit, c'est-à-dire de ne pas être payés, voilà, tout simplement. Et pour éviter ce défaut de paiement, c'est la Cavale qui a institutionnalisé le RSI. Comme ça, si jamais l'État fait faillite, on peut se payer avec les impôts. Quelle bonne idée! Donc voilà. Donc c'est des idées comme ça, ils en ont eu beaucoup, effectivement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un impôt tout à fait le même que celui du début du XXe siècle, avec d'autres impôts. Il n'y avait pas la TVA à l'époque, il y a la TVA désormais. Et puis les impôts, tous les impôts indirects et toutes les formes d'impôts indirects dont il serait rébarbatif de faire la liste et qui terminent régulièrement dans les poches de cet État profond qui va devoir un jour ou l'autre restituer tout ça sous une forme ou sous une autre. Alors c'est peut-être effectivement ce que disait ce monsieur qu'on entendait parler dans le micro, qu'il va y avoir des retours et que bientôt monsieur Trump, alors on va donner des noms, monsieur Trump qui va être président des États-Unis d'Amérique le 20 janvier prochain, a dit qu'effectivement il s'attaquerait à tous ces impôts illégaux, qu'il s'attaquerait à la répartition des richesses via le GESARA. On a déjà eu l'occasion de parler du GESARA il n'y a pas très longtemps sur cette émission. Donc c'est un système par lequel on va restituer une grande partie de l'argent volé par l'État profond, tout simplement, le restituer aux simples citoyens. Alors voilà, donc c'est une opération très populaire évidemment, puisque rendre de l'argent à des peuples, ça s'est pas vraiment vu dans l'histoire, quoi. C'est tout à fait novateur, mais c'est à la hauteur de la forfaiture qui existe depuis plus d'un siècle et qui consiste à voler, à piocher dans les poches des gens l'argent qui n'appartient pas à ceux qui le prennent. Voilà. Donc nous sommes partis en avant pour une nouveauté, pour de nouvelles choses. Ça, c'est ce qu'on avait déjà évoqué la dernière fois. Et puis aujourd'hui, on se pose des questions parce que cet Occident donc, qui est représenté par à la fois les États-Unis d'Amérique, le nord des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire le Canada, et puis évidemment l'ouest de l'Europe. Ouais, grosso modo, c'est ça, et voire même l'est de l'Europe également. Eh bien, il est malade. Cet ensemble-là est totalement malade. Et on voit quoi? On voit que dans un pays comme l'Allemagne, qui représente pratiquement un paradigme à lui tout seul, ce pays, c'est la langue la plus parlée en Europe, n'en déplaise aux anglophones. C'est 200 millions de personnes qui parlent allemand en Europe, à peu près, alors que c'est 80 millions d'habitants allemands, résidents allemands, voilà. Donc ça fait beaucoup de gens qui sont pas forcément allemands et qui parlent allemand. On est d'accord, soit parce que ce sont d'anciennes colonies allemandes qui ont été des pays colonisés, mais à l'intérieur de l'Europe, ce que nous n'avons pas fait en France. Nous n'avons pas colonisé des pays européens. Donc ce qui fait qu'on se retrouve en Europe avec une forte population de germanophones, pardonnez-moi. Par contre, anglophone, tout le monde l'est dans le monde entier parce que la colonisation anglaise, elle a eu lieu partout, et y compris aux États-Unis d'Amérique, évidemment, qui ont conservé la langue anglaise, alors que nous aurions dû, nous, Français, bénéficier de la part du lion, c'est-à-dire que récupérer, une fois qu'on a eu aidé les Américains à récupérer leur propre indépendance en 1776, eh bien, on aurait la moindre des choses eût été que la langue officielle devienne le français. Et ça n'a pas été le cas. Les Américains ont continué de parler la langue de l'ancien oppresseur, de l'ancien colon, qui était l'anglais. C'est un indice fort qui montre que il y avait plus que des liens entre les Anglais et les Américains, alors que les Français étaient considérés comme des gens sympathiques, évidemment, qui venaient délivrer les gentils Américains, mais qui n'ont pas empêché les mêmes gentils Américains, une fois que la France a eu le dos tourné,
et en pleine Révolution française, qui n'a pas empêché ces Américains-là de nous déclarer la guerre. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce grand corps occidental, il est malade de tout un tas d'accumulations, dont je viens de citer l'une d'elles, hein, la dernière en date, enfin la première en date plutôt. Hein. Et tout ça est vrai. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les Allemands que je citais, donc, vont voir les Chinois. Et ils vont voir les Chinois, pourquoi faire? Tout simplement pour leur faire une leçon de morale. Et qui est-ce qui fait ça? C'est certaines madames, alors ou monsieur, parce que j'avoue que selon les textes, c'était il ou elle. Je suppose que ça doit correspondre au LGBT, c'est la mode. Un certain monsieur ou madame Baerbock, ministre de l'économie allemande ou allemand, en visite à Pékin, qui dit quoi? Qui dit aux Chinois, arrêtez de soutenir l'action de Monsieur Poutine en faveur pour le soutien de la guerre en Ukraine, pour le soutenir pour la guerre en Ukraine. Arrêtez de faire ça, c'est scandaleux, etc., etc. Les Chinois, lui, ils font du business, ils font du gros business avec l'Europe, ils font 700 milliards d'euros par an avec l'Europe. C'est pas rien. Hein. Et cette dame, qui est représentante du pays le plus industrialisé d'Europe et du monde, j'ai envie de dire, hein, carrément, hein, mais qui est en train de perdre à la vitesse grand V toute cette caractéristique industrielle pour les raisons qu'on connaît, à savoir le fait que ce corps malade européen n'est plus du tout oxygéné ou gazéifié, on va dire, par le gaz russe, et que les autres sources d'approvisionnement sont beaucoup plus longues et beaucoup plus chères surtout, hein, ce qui fait que beaucoup d'entreprises de fleurons, d'entreprises allemandes, eh bien, ma foi, ont décidé de quitter le pays pour aller s'installer, par exemple, aux États-Unis d'Amérique. Hein, donc, et ce qui fait que l'Allemagne se retrouve gros gens comme devant, avec une industrie qui part, qui s'en va, et des messages diplomatiques qui sont totalement en décalage par rapport aux réalités. Le message diplomatique qui consiste à dire aux Chinois, c'est pas bien ce que vous faites de soutenir Monsieur Poutine, ça ne devrait pas se prononcer comme ça. Ça devrait dire trouvons un accord pour que, en continuant de travailler ensemble dans des échanges commerciaux et économiques, nous voyons comment on peut améliorer la relation entre Pacifique, évidemment, entre la Chine et l'Allemagne, d'une part, et puis faire en sorte que, dans le cadre de ces relations, il y ait une diplomatie chinoise qui puisse faire levier vis-à-vis de la Russie pour la contraindre, ou en tout cas l'inciter à faire la paix en Ukraine. Voilà une démarche qui pourrait exister. Or, on n'est pas du tout dans ce type de diplomatie-là. On est dans une diplomatie frontale, où malheureusement, eh bien, les Chinois qui entendent ce discours belliqueux et je dirais presque orgueilleux, on connaît un petit peu la Chine dans sa réaction par rapport à l'orgueil, par rapport à ce qu'est l'individu, par rapport au groupe, etc. Donc, on imagine assez bien la réaction du ministre chinois ou de Xi Jinping qui entend ces paroles-là et qui, ma foi, se cure les ongles pendant que cette dame lui explique ce qu'il doit faire. Hein, voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qui est rassurant parce que je croyais que la France, avec Monsieur Macron, était le seul pays qui avait des leçons de morale. était capable de faire des leçons de morale aux tigres. Mais non, visiblement, on a déteint sur, on a breveté le système visiblement et on a déteint sur l'Allemagne. Malheureusement, quand on se copie les uns sur les autres, c'est jamais pour prendre les bonnes choses. C'est dommage. Donc voilà. Donc cette Allemagne est en perdition, alors même qu'elle est le moteur industriel de l'Europe. Et tant que ce sera le cas, ma foi, ce moteur industriel qui, s'il n'est pas plus virulent que ça, on va droit vers la chute. On est dans la chute, tout simplement. Hein. Donc ça sera plus Occident, grand corps malade, mais Occident, stade terminal. Occident oxydé, ouais, définitivement, ouais, tout à fait. Donc voilà. Donc et puis qu'y a-t-il d'autre? Alors, monsieur, on a parlé tout à l'heure de monsieur Bayrou qui va youpi, hein, qui va prendre la direction en tant que Premier ministre de la France. Je l'ai entendu dire, ah, si je peux rendre service. Ah oui, effectivement, vous pouvez rendre service. Vous pouvez rendre service pour aller, je sais pas, aider à faire la vaisselle à l'Élysée, peut-être, oui, justifier toutes les prébendes dont il dispose, dont il bénéficie depuis des années, c'est-à-dire des différents cachets liés à différentes postures, à différents postes qu'il occupe. Donc, il coûte de l'argent. C'est ça, rendre service.
Alors, voilà. Rendre service contre d'autres services. On lui a rendu service, voilà, en le payant grassement, et puis c'est à lui de nous renvoyer l'ascenseur. Effectivement, en faisant des petits travaux ménagers à l'Élysée, ce serait pas mal. Je plaisante évidemment, mais politiquement, il peut rien apporter de plus que ne pouvait apporter Monsieur Barnier, qui ne pouvait déjà rien apporter de plus, à part constater effectivement qu'il y avait un déficit et que si jamais on mettait quelqu'un d'autre que lui à sa place, eh bien ce déficit allait se creuser. Je suis certain que Monsieur Bayrou appréciera, mais comme il s'en fiche comme de l'an 40, une fois que les mots ont été prononcés, il n'y a plus de rancune entre eux, ils se connaissent tous, ils se retrouvent tous à la buvette et ailleurs. Donc croire qu'ils s'engueulent parce que nous les voyons ensemble dans une divergence, c'est croire au Père Noël, quoi. C'est un petit peu ça, c'est de la même nature. Ces gens-là sont vivent ensemble et le sont quel que soit leur bord politique, gauche-droite, dès lors qu'ils sont politiciens, ils vivent ensemble. Donc voilà, donc on est vraiment dans un autre monde. Alors est-ce qu'il y a à cette étape-là déjà remarques de la part de Jean-Pierre ou de la part de Sylvain, que je ne parle pas tout seul tout le temps? Eh bien, par rapport au grand corps malade, ça fait longtemps que notre humanité peut-être manifeste des symptômes de maladie. Le premier, c'est l'attachement au matérialisme à tout craint. Nous savons que tout ce qui existe a été créé par l'esprit. En premier, quand on veut faire une voiture, on la pense avant de toucher de la matière. Et donc, cette hypermatérialité crée une maladie incurable, sauf si on s'en détache, bien sûr, et si nous revenons à nos valeurs spirituelles profondes, qui sont différentes pour chaque individu, mais qui sont absolument nécessaires pour vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Voilà à peu près mon appréciation de la maladie. Alors, elle a plein de manifestations différentes. Mais la première, c'est de nous considérer comme des êtres matériels dans un monde matériel, donc forcément sans issue. Nous venons de l'esprit, tout ce qui existe vient de l'esprit, tout a été pensé avant d'exister, et donc un juste retour à l'équilibre des choses nous favoriserait grandement la vie. Merci de m'avoir entendu. Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Ben oui, on t'a entendu, on t'a compris et c'est parfait, hein, c'est très bien. Alors moi, ce que je voudrais aussi mettre en avant, c'est l'impression que j'ai quand j'écoute les médias. Alors les médias font monter sur des podiums des gens pris au hasard. Alors je mets des gros guillemets au mot hasard parce qu'en fait ils sont pas du tout pris au hasard, ils sont choisis, ils sont triés, ils sont évidemment pour dire leur impression sur la politique, sur etc. Alors j'entends par exemple concernant la nomination de Monsieur Bayrou. Alors le jeu consiste dans le poste de la radio à faire s'agiter des gens au téléphone qui sont pour ou qui sont contre Monsieur Bayrou. Voilà, c'est intéressant. Alors il y a une dame qui dit bah non, mais vous vous rendez compte, non monsieur, il est dans le moi je et il a jamais rien fait. Alors il y a une autre dame qui téléphone un peu plus tard qui dit bah moi je suis pour Monsieur Bayrou parce que oui bien sûr il est dans le moi je, mais je peux vous assurer que là où je travaille, tout le monde est dans le moi je. Donc pourquoi est-ce que Monsieur Bayrou n'aurait pas son droit à diriger la France? Bah bien sûr, on est tous une bande de moi je, il n'y a pas de problème. Alors moi je, c'est limite péjoratif, mais il y a des expressions plus vulgaires et plus méchantes pour dire aux gens ne vous attachez pas aux impressions premières, ne vous attachez pas à un certain nombre d'actions ou comment dirais-je, de principes. Ces principes qui dirigent ces messieurs et qui nous dirigent nous, ils existent depuis un certain temps. Et malheureusement, au sein du CNTFCH, on en a fait le constat et la conclusion. Malheureusement, ils sont toujours les mêmes et ils conduisent toujours au même résultat. Vous savez, c'est ma grand-mère qui disait ça. Quand on fait toujours plus de comme avant, on obtient toujours plus de mêmes résultats. Ça me paraissait, quand j'étais en France, ça me paraissait un petit peu bébête. Mais finalement, c'est un petit peu ça, quoi. C'est, voilà. Et donc, on obtient toujours plus de mêmes résultats. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faut changer quelque chose. Je me souviens, quand je jouais au tennis aussi, ou d'autres, que je faisais un match et que je perdais en jouant toujours de la même façon, mon collègue me dit à la mi-temps, il me dit, ben voilà, il faut que tu changes quelque chose. Hein, il faut que tu changes quelque chose. C'est-à-dire, au lieu de faire que revers, tu vas faire revers-longue ligne, par exemple, hein, pour ceux qui connaissent. Il faut changer quelque chose. Or, nous, dans les gouvernements qui se suivent et qui se ressemblent, on ne change rien.
Mais surtout rien. Et puis on a l'impression qu'il faut surtout ne rien changer, quoi. C'est ça qui est assez énervant. Et les Français se laissent convaincre du fait qu'on ne peut rien faire. Et ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon parce que c'est pas vrai. Donc c'est dommage d'entendre des témoignages de gens qui nous disent que ben c'est pas bien parce qu'un tel il dit moi je, mais oui moi je l'aime bien parce que bien qu'ils disent moi je, dans mon entreprise il y a tout le monde qui dit moi je. Là on n'avance pas d'un millimètre pour la cause du bien public, pour la cause de la cité, quoi. On n'avance pas d'un millimètre, quoi. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien se mettre en tête. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que attention, je suis pas en train de dire que tous les gens sont des crétins, pardon. Bien au contraire. Je pense que ceux que nous entendons dans le poste ont été triés pour être bien certains qu'ils vont sortir, sinon des âneries, sinon plutôt des choses banales, d'une banalité à pleurer, et surtout pas des choses sur le fond, parce que la radio populaire, c'est pas fait pour ça. Mais je suis à peu près certain que le nombre l'immense majorité des gens qui sont muets, hein, la majorité muette, comme on dit, hein, eh bien, ceux-là sont prêts à exploser quand ce sera nécessaire, exploser de bonheur, exploser de joie, quand on leur proposera des solutions viables, différentes, et qui auront l'allure de quelque chose de sérieux déjà sur le papier, quoi, hein. Là, pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est des gens qui se parjurent, c'est des gens qui disent, qui font des leçons de morale aux Chinois et à la terre entière, mais qui sont aussi capables, comme en Roumanie, hein, par exemple, d'arrêter purement et simplement une élection, celle de Monsieur Georgescu en l'occurrence, qui avait au premier tour montré des velléités d'être en passe d'être élu, alors qu'il n'avait pas la bonne étiquette, hein, vis-à-vis du système. Or, on s'aperçoit que le système avait besoin de faire élire l'autre personne, et que dans leur tête, c'était pratiquement clair que ce serait depuis le début l'autre personne. Or, visiblement, le peuple roumain a décidé que ce serait pas celui-là, mais l'autre. Et ça va pas dans le sens des intérêts des uns et des autres. Alors parlons des intérêts en Roumanie, c'est important. Bah, la Roumanie, c'est un des pays qui a la fenêtre ouverte sur la mer Noire, donc ça c'est très important. Il y a une relation stratégique. C'est un pays où l'OTAN a décidé d'installer une des plus grandes bases et des plus proches bases militaires de l'OTAN à proximité de la Russie, donc il y a des intérêts militaires évidents. Hors de question, donc, en l'occurrence, de tomber sur de voter pour un homme qui serait contre la guerre, qui serait contre un certain nombre de choses, qui contredirait ou qui contrarierait les intérêts des États-Unis d'Amérique. Alors, rebondissons sur les États-Unis d'Amérique, si vous voulez bien. Les États-Unis d'Amérique, ils vont changer de président, on l'a dit tout à l'heure, on le sait. Est-ce que ça va changer quelque chose par rapport au lien entre les États-Unis et l'Europe? Alors, on sait que, par exemple, M. Macron est chapeauté par Bruxelles via Mme von der Leyen, dont on devrait dire 2-3 mots aussi, et que cette même Mme von der Leyen ne prend ses ordres qu'auprès de Washington. Alors, Washington démocrate, avec l'équipe de M. Biden à l'époque, puis Kamala Harris, et maintenant, enfin, à partir du 20 janvier, ce sera M. Trump. Est-ce que ça va changer quelque chose? Peut-être, je sais pas. On peut tout imaginer, on a le droit d'imaginer, hein. Imaginons effectivement que M. Trump dise, ben moi l'Europe ça m'intéresse moyennement, je vais laisser à M. Poutine non seulement la possibilité d'avoir un regard sur l'Ukraine, mais en plus pourquoi pas lui refiler, excusez-moi l'expression, une Europe déjà bien atteinte économiquement, puisque comme je le disais tout à l'heure, eh bien il y a un certain nombre d'entreprises qui ont déménagé aux États-Unis d'Amérique, et c'est pas des petites entreprises, hein, c'est des grosses, et notamment des allemandes, Volkswagen, les voitures. Il y a Bayer aussi, je crois, qui a déménagé. Enfin, c'est énorme, hein, c'est des choses énormes. Et donc, il y a plus grand-chose à siphonner depuis les États-Unis d'Amérique, à part quelques perles françaises. Donc, c'est déjà fait. Hein, on les connaît. Alstom. Il y a plein de petites entreprises françaises qui avaient une certaine valeur, qui ont été aspirées, siphonnées du côté des États-Unis d'Amérique. Voilà. Et puis, comme on a suffisamment asséché et comme on a suffisamment endetté la France, on a des créanciers en fait. Les États-Unis sont créanciers, et ils peuvent se servir en France à hauteur de l'argent qu'ils estiment que nous leur devons, tout simplement. Et c'est la même chose avec la Grèce, c'est la même chose avec un certain nombre de pays. Alors on pourrait reparler de la Grèce effectivement, et j'espère qu'on aura le plaisir de recevoir Yota Angelaki de ces prochains jours pour nous parler des taxes. Comment sont perçues les taxes en Grèce, et comment se fait-il qu'elles atterrissent directement en Israël et pas pour l'essentiel en Grèce?
Comment se fait-il que, alors qu'il y a des fonds marins qui sont pétrolifères et gazifères, comment se fait-il que la Grèce n'y ait pas prévu qu'elle y ait accès? Il faudra qu'on fasse un petit peu la part des choses, mais c'est la spoliation générale des pays par d'autres pays généraux, plus gros encore, qui eux sont aussi endettés que les autres, mais qui s'arrogent le droit comment dirais-je, d'aller chercher l'argent qu'on leur doit chez l'autre, alors qu'évidemment chez eux on n'a pas le droit d'aller chercher notre argent. Hein. Donc voilà, donc c'est tous ces changements-là qui sont en cours. Voilà, ce que vous avez d'autres choses qui vous viennent à l'esprit concernant le grand corps malade de l'Occident. Bon, moi, je voulais juste te parler, par exemple, de ce qui va se passer avec l'élection de Trump aux États-Unis. Il y a 75% des institutions américaines qui vont disparaître car totalement inutiles. Ça, je pense que c'est important de le préciser parce qu'il faudrait faire un peu la même chose en France. Ah bah comment dire, sur la Constitution, oui bien sûr qu'on a prévu tout ça. Hein. On va faire des choses, on va balayer un peu devant la porte, comme on dit, hein. Même beaucoup, hein, parce qu'il y a effectivement toute pléthore d'organisations, d'organismes, tous plus obscurs les uns que les autres, tous plus étatiques les uns que les autres, tous plus mystérieux les uns que les autres. On ne sait pas ce qu'ils font les gens à l'intérieur. Et les comités Théodule, et j'en passe des meilleurs. Et là, il va falloir effectivement faire un audit sérieux, c'est prévu, pour avoir des retours également très sérieux. Voilà. Voilà ce que je voudrais dire dans un premier temps. Et puis, s'il nous reste un petit peu de temps, oui, un peu de temps, le gouvernement de la France par l'Europe, c'est Madame van der Leyen. Alors, Madame van der Leyen, elle est, euh, elle est la présidente de l'Europe. Elle a nommé des gens comme Madame Kallas, par exemple, qui est une Lettonne, je crois. La Lettonie, ça doit être 1 million d'habitants, quelque chose comme ça. Et cette dame, elle est en charge, au titre de l'Europe, de l'Union européenne, bien sûr, des affaires étrangères et des affaires militaires en particulier, et en particulier du lien face à la Russie. Or, il se trouve que, d'une part, elle est géographiquement face à la Russie, historiquement, hein, la Lettonie, et qu'elle est tout aussi historiquement contre les Russes. C'est-à-dire pour elle, c'est un ennemi héréditaire en quelque sorte. Hein. Donc, comment envisager de faire de la diplomatie avec quelqu'un qui est dans une logique de revanche, de vengeance, de guerre, etc. C'est compliqué. Et tout ça, c'est géré par des gens qui sont guidés par leurs propres émotions, si je puis dire. Hein. En tout cas, leur propre tradition. Nous, en France, on n'a aucun grief contre la Russie. La Russie n'a jamais été notre ennemi d'une manière ou d'une autre, ou très rarement. Enfin, sauf bien sûr, on a tous en tête la retraite de Russie, évidemment, avec Napoléon. Hein. Mais d'une part, ils nous en ont pas gardé une haine farouche, et d'autre part, nous, ça nous a servi de leçon. Quoi. On s'est dit, la Russie, il faut y aller doucement. Quoi. Et Hitler n'a pas retenu la leçon. Il s'est fait manger aussi. En tout cas, ses troupes se sont faites manger par l'hiver, le général hiver, comme on disait. Il y avait aussi le général Staline qui était pas mal, hein, il faut quand même pas exagérer. Déjà à l'époque, il avait une capacité de fabrication de tanks avec des épaisseurs de blindage qui changeaient tous les 15 jours pour s'adapter aux conditions de la guerre. Donc il y a eu effectivement un Rimland, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une base arrière du pays russe, qui a permis à la Russie de développer une industrie de guerre qui n'était pas bombardée, qui n'était pas détruite par l'ennemi, contrairement à ce qui se passait avec les Allemands, qui eux étaient obligés de mettre toutes leurs usines sous terre pour éviter de se faire bombarder par les raids anglo-américains, qui ont détruit beaucoup de choses, énormément de lieux industriels et militaires. Donc voilà, donc toutes les conditions de la guerre sont pas les mêmes selon qu'on est en Russie ou qu'on est en Allemagne ou qu'on est en Europe de l'Ouest en général. Hein. Donc voilà, et cette Madame van der Leyen, elle devrait être, je veux dire, accompagnée d'une vertu totale. Quoi. Quand on a l'honneur et l'avantage d'être présidente d'un espace comme l'espace européen, la moindre des choses serait que cette dame, avec l'autorité qu'elle a et qu'elle montre, soit irréprochable. Or, elle ne l'est pas, puisqu'elle est poursuivie par la justice suite à des envois d'emails, dont on va pas revenir là-dessus, et elle fait obstruction visiblement à la justice pour ne pas être condamnée, hein, j'imagine. Hein. Mais elle sera rattrapée par cette même justice. On s'est fait démontrer la chose
deux personnes qui sont chargées de ça justement, et il semblerait bien qu'il n'y ait pas trop d'issue. Il y a bien sûr des recours possibles pour elle, mais à la fin c'est quand même coupable, quoi. Hein, voilà. Pauvre Donc Ursula. Et surtout, ne te retourne pas. exactement, Ursula. Ouais, si tu nous entends, on te salue. Voilà, et c'est aussi un corps malade, un corps intellectuel, mais c'est un corps malade. Et puis après, il y a le corps militaire, le corps d'armée, si je m'autorise ce jeu de mots. Le corps d'armée, bah, c'est quoi? C'est des armées qui n'existent pas, du matériel qui a été pour grande partie envoyé en Ukraine et détruit sur place par les armées russes, qui font qu'aujourd'hui, cette attrition, c'est-à-dire ce grignotage quotidien des capacités militaires de l'Ukraine par les armées russes. Ce grignotage est payant puisque beaucoup de gens nous disent mais comment ça se fait que Poutine n'attaque pas et qu'on en finisse, etc. Bah, il veut pas en finir. Il veut continuer de grignoter cette capacité militaire ukrainienne qui a été envoyée, qui a été obtenue grâce à des prêts auprès d'étrangers comme la France, l'Angleterre, les États-Unis évidemment, et la Suède, pourquoi pas, et qu'est-ce qui nous reste? La Pologne peut-être, que j'ai pas cité, et qui disposent eux-mêmes de leur propre fabrication de chars d'assaut. Donc voilà. Madame von der Leyen, elle est pas à la tête d'une grande armée face à Monsieur Poutine, et ces gens devraient savoir, tous ceux de l'Europe, de l'Union européenne, devraient savoir à quel niveau est leur faiblesse vis-à-vis de l'armée russe. Ils devraient le savoir. Ils doivent le savoir, mais ils veulent pas le savoir. Voilà, il faut pouvoir et vouloir. Ils peuvent le savoir, mais ils veulent pas le savoir parce qu'en fait, ils veulent rester campés sur leur position et aller faire la morale aux Chinois pour leur dire d'arrêter d'aider les Russes ou d'être avec eux dans cette démarche. Voilà, parce qu'ils croient ou ils veulent croire que la force de la Russie vient de la Chine, alors que la force de la Russie vient de la Russie. Et ça, n'importe qui peut le savoir. Voilà, donc il y a des erreurs d'analyse qui font que ce corps malade devient de plus en plus malade car le diagnostic n'est pas bon. Voilà. Alors oui, tout à l'heure j'ai avancé une hypothèse selon laquelle Trump pourrait dire à Monsieur Poutine, on vous laisse l'Europe, mais fichez-nous la paix sur le reste du monde ou sur l'Amérique ou je ne sais quoi. Enfin, il va y avoir une grosse négociation. Il va falloir donner beaucoup à Monsieur Poutine pour qu'il ait envie que ça change. Et je pense que Monsieur Trump est un Américain. Et qu'il sait à quel moment il faut lâcher les chevaux, quoi. À quel moment il faut lâcher l'argent, à quel moment il faut pas regarder à la dépense, comme on dit. Hein. Et je pense qu'il peut surprendre son monde par rapport à tout ça. Voilà ce que je pense. Mais ça n'est qu'une hypothèse. Voilà. Et puis donc, alors il y a des gens aussi qui nous disent, mais comment se fait-il que la Russie n'est pas intervenue lors de l'invasion de la Syrie par les Turcs et le, je sais pas, le Hezbollah, non, comment ils s'appellent, des terroristes dont j'oublie le nom, peu importe leur nom. Et donc, entre la Turquie et ces terroristes-là, la Syrie est tombée en 3 jours, enfin, disons une semaine. Alors que ça faisait 13 ans qu'elle était attaquée et qu'elle n'avait pas de problème. Alors, à cela, on peut répondre plusieurs choses, mais une qui me paraît imparable, c'est le cas de le dire, c'est que Monsieur Poutine, il a des fers au feu déjà, hein, comme on dit, hein, avec ou sans jeu de mots. Il a des fers au feu, c'est-à-dire qu'il a une armée à faire tourner sur un front de plus de 2000 kilomètres. Et il peut pas être partout, quoi, hein. Donc forcément, à un moment donné, les troupes qui sont restées en Syrie, du côté de Latakia notamment, qui est une ville syrienne où il y a une base russe, eh bien ces troupes-là, elles ont été diminuées, elles ont été rappelées sur le front, si je puis dire. Hein. Ce qui est tout à fait logique. Premier point. Et puis deuxième point, monsieur Bachar el-Assad, on a déjà eu l'occasion de le dire, est un homme qui n'a pas forcément toujours répondu présent aux demandes de monsieur Poutine. Je connais pas ces demandes, mais bon, il se dit que c'était pas forcément quelqu'un qui a joué le jeu avec Poutine. Voilà. Donc, mais Poutine est suffisamment bon garçon, si je puis dire, pour héberger ce monsieur. Alors évidemment avec ses lingots, hein, ça va sans dire, hein. Mais héberger ce monsieur à Moscou avec sa famille et ses lingots. Voilà, donc les choses sont bien en place. Mais il est vrai qu'en quittant le pays de Syrie, il a évité aussi un bain de sang de son propre peuple. C'est peut-être le choix qu'il a voulu faire, sachant que son armée était depuis déjà un certain temps en déliquescence pour plusieurs raisons.
et qu'il savait que la fin était inéluctable si jamais la Russie ou si jamais la Turquie passait à l'attaque, ce qui a été le cas. Voilà, une semaine, je le rappelle, juste une semaine après, la réunion sur l'île de Malte de tous les grands de ce monde qui ont discuté d'on ne sait pas trop quoi, mais le lendemain, la Turquie attaquait la Syrie. Voilà. Jean-Pierre a levé la main. Tu veux parler, Jean-Pierre? Oui, depuis beaucoup de temps, depuis l'industrialisation des médicaments, nos peuples parlent de maladies. Et donc, il y a même l'assurance maladie, parce que de toute façon, il faut bien... Ça me fait un peu penser au docteur Knock qui arrive à convaincre tout un village que chacun est malade. Et alors, il y a eu des gens dans l'humanité qui ont dit, mais au lieu de regarder la maladie, est-ce que vous pouvez regarder ce qu'il y a de beau? Ce qu'il y a de beau en vous, ce qui fonctionne bien dans votre vie, ce qui... Juste les bonheurs, fut-il petits parce que je n'ai pas connaissance que le fait d'être centré sur la maladie puisse arranger quelque chose à la situation. C'est bien de le constater et puis c'est bien de se dire qu'est-ce que je veux vivre. Je veux vivre le bonheur, je veux vivre la fraternité, la reconnaissance du merveilleux dans chaque être et j'ai envie de vivre ça. Il y a même eu quelqu'un qui a fait des conférences pendant lesquelles les gens guérissaient. Et ces conférences commençaient toujours ainsi. Ne me parlez pas de vos maux, parlez-moi de ce qui est beau dans votre vie. Il s'agit de Bruno Gröning, dont nous ne pouvons pas nier. Cet homme a été persécuté par le corps médical, à tel point qu'il n'a pas eu le droit de faire des conférences. Et alors, pour interdire quelqu'un à faire des conférences, il faut vraiment ressentir le danger de sa conférence quand même. Il faut aller très loin dans le système. Et nous ne pouvons pas nier que beaucoup de gens se sont retrouvés bien à la sortie de ces conférences. Alors, je vous remercie de m'avoir entendu et je m'invite aussi à regarder ce qu'il y a de beau dans notre vie, ce qu'il y a de beau dans chaque être et dans notre nature qui nous abrite. Merci. Oh, nous avons eu un petit regard tous ensemble sur ce qu'il y a de beau dans la démocratie et on espère pouvoir l'appliquer un jour, n'est-ce pas Philippe, n'est-ce pas Jean-Pierre, n'est-ce pas à vous, messieurs, dames. Allez, notre prochain rendez-vous, eh bien, ce sera avec la France Libre, ce sera vendredi, juste avant le week-end. Excellente soirée, merci.